pouvait au XVIIe siècle écrire l'illusion comique. De nos jours, l'illusion est devenue tragique. Elle est politique. Les hommes de ce temps, avec plus de passion encore qu'au XIXe siècle, chargent le politique de leurs passions et de leurs espoirs, mais vivent dans un état d'hypnose singulièrement inquiétant. Malgré les expériences passées, il ne semble pas que l'on ait acquis une vue tant soit peu réelle de la chose. Et l'interposition de mythes rend toujours aussi vaine la pulsion politique, aussi retardataire la pensée. Sans doute les circonstances nous ont conduits à remettre en question nos certitudes politiques d'hier. Nous savons aujourd'hui la fragilité de l'opinion publique la plus fortement affirmée dans un glorieux plébiscite. Nous savons que la souveraineté du peuple est un mythe étiologique sans incarnation possible. Nous savons que le suffrage universel n'est pas un procédé efficace pour contrôler et juger le pouvoir, ni un moyen de modérer réellement le combat entre les forces politiques et sociales opposées, ni un processus de sélection des gouvernants les plus aptes. Tout cela, les circonstances du XXe siècle nous l'ont appris. L'ont appris du moins à certains qui ne sont pas très bien accueillis. De ces mythes fanés vivent encore néanmoins la plupart de nos concitoyens. Les démocrates sentimentaux, les chrétiens idéalistes, les assurés du passé, pour qui nulle politique n'est possible hormis celle de 1789 et 1793. Et pourtant, ces tabous ont été violés par les événements. Les constructions juridiques et constitutionnelles qui y correspondaient sont devenues toujours plus complexes pour garder une apparence d'efficacité. Mais l'apparence elle-même a cessé de séduire. Et voici que, depuis une vingtaine d'années, nous apercevons de nouveaux astres qui se lèvent, la lente élaboration de nouveaux mythes pour relayer les défunts, la création d'une illusion politique nouvelle, destinée, comme toujours, à voiler un réel qui nous hante et que nous ne savons maîtriser. Alors qu'il me paraît que si nous avons une chance de retrouver une valeur dans la vie collective, c'est à la seule condition de récuser les mythes et d'accéder à une pleine conscience du réel politique tel qu'il existe dans le temps présent. Je ne crois pas d'autre part que ce réel soit atteint par la voie, aujourd'hui la plus sérieuse, de la sociologie mathématique, expérimentale et microscopique. Cette tentative, si impressionnante à certains égards, ne conduit à des certitudes rigoureuses qu'au prix de l'abandon de l'objet même de son étude. L'abstraction de nombreux facteurs pour en étudier un, la schématisation des comportements pour permettre leur classification, les présuppositions soigneusement camouflées sous des méthodes extrêmement objectives, sont, entre bien d'autres, quelques réserves que l'on peut apporter à cette sociologie. Cette méthode n'autorise pas le passage de l'analyse microscopique à l'analyse macroscopique. Un essai récent a bien manifesté la complexité du problème et nous a révélé combien l'extension des résultats de l'analyse microscopique conduisait à un monde étrange qui ne coïncidait nullement avec le réel politique, mais lui superposait des images et prétendait lui imposer des cadres où l'on s'efforçait de cerner la matière politique sans jamais les faire coïncider. Toujours manquait une condition, toujours était négligé un aspect essentiel. La méthode discursive, moins précise en apparence, me semble en définitive plus exacte. Semblable à ces chrétiens qui parlent indéfiniment de Dieu, du christianisme et de leur foi, parce que s'ils s'arrêtaient de parler, ils se trouveraient devant un vide immense, nous parlons sans fin de politique pour couvrir inconsciemment le vide de la situation. Le mot, compensation d'une absence, évocation d'une présence fugace, magie incantatoire, présence illusoire de ce que l'homme prétend saisir par son vocabulaire. Le verbe autosuggestion, puisque je le dis et le répète, donc cela existe. Il est vrai que sa parole existe, et que pour une part nous pouvons bien nous satisfaire de cela. Réaction certes inconsciente d'une prise de conscience tardive et critique. Ce serait trop affreux s'il en était vraiment ainsi. Vite, il nous faut combler le silence par nos discours. Il faut nous convaincre de l'existence par l'expression, et que le vide soit sonore pour l'empêcher d'être effrayant. Rite qui remonte au plus lointain de l'espèce humaine. On commence à parler de la culture au milieu du XIXe siècle pour déplorer d'un même coup sa crise. Et le discours sur la culture vient suppléer à la dégradation rapide de sa réalité. Le pays qui s'arme férocement est celui qui parlera sans se lasser de paix, qui évoquera l'olive et la colombe, et le dictateur qui resserre sans fin sa police et son organisation provoquera aussitôt parmi ses zélotes les plus fervents discours sur la liberté enfin assurée, sur la démocratie enfin réalisée. Lorsque l'on tient l'objet, il est vain d'en parler. Lorsque l'on vit dans la paix et la liberté, pourquoi en ferait-on un objet de discours ? L'existence suffit, et la joie d'en jouir. Quand la plénitude est là, que pourrait-on lui ajouter ? L'amant avec l'objet aimé n'écrit point de poème. La poésie naît comme fruit de l'absence et du déchirement. Affirmation verbale de l'amour quand celui-ci n'est plus que fumée, regret, inquiétude, et que prend à la gorge l'incertitude de l'être. Parfois, volonté machiavélique, tromperie du prochain sans être soi-même dupe, parole du dictateur, incantation du mage, mais peut-être le peuple alors vit effectivement, par la méditation de cette parole inspirée, la réalité de ce qui lui est enlevé.
Et la liberté peut être plus réelle, proclamée par le chef à l'ombre des Gestapo, que dans l'inertie des possibles vainement ouverts à nos choix défaillants. Plus souvent, cette verbalisation vient du cœur de l'homme, réaction spontanée, profonde, pour voiler le constat intolérable où ce qui tient le plus à cœur n'est finalement que défaite, ombre, absence, illusion. Nous y tenons, nous l'avons choisi comme valeur, il nous faut y croire. Il faut plus encore que cela l'objet indépendant, constant, sur qui je puis m'appuyer, en qui je pourrai vivre. Alors je le parlerai, je le répéterai, d'un mode incantatoire pour m'assurer que je le tiens, que je le connais, que je le vis. Règle profonde et toujours vérifiée, qui devrait devenir un théorème d'interprétation politique. Le régime qui parle le plus de telle valeur est celui qui, consciemment ou inconsciemment, la nie et l'empêche d'être. Et maintenant, cela nous concerne à notre humble niveau politique. Chaque jour paraissent des études savantes, polémiques, didactiques, philosophiques sur la politique et la démocratie. Chacun de ces discours, et le mien le premier, porte témoignage de notre attachement à cette œuvre de l'homme et de la peur qui nous ronge, parce que nous savons bien, dans le fond de nous-mêmes, qu'il n'y a plus que des mots.